Kavinia Karoupoudayan, vous êtes co-auteur de L'amour en écrit, une traduction en créole du Tirukural de Tiruvalluvar. Parlez-nous très brièvement de Tiruvalluvar, de son époque, de son œuvre. Je ne vois aucune note biographique sur lui dans votre livre. Tiruvalluvar a vécu au VIe siècle dans l'état du Tamil Nadu, plus précisément à Mylapore, et il a écrit le Tirukural. Donc, on dit souvent que c'est un auteur sans nom qui a écrit un livre sans nom. Donc, pourquoi? Parce que Tiruvalluvar, ce n'est pas son vrai nom. Tiru, c'est un titre honorifique et Valluvar, c'est le nom d'une caste. Et Tiruvalluvar, d'après ce que j'ai appris, il était un tisseur. Et il écrivait aussi. Et le seul livre qu'il a écrit, c'est le Tirukural. Le Tirukural est divisé en 3 parties. On a le livre de la sagesse, on a le livre de la fortune et on a le livre de l'amour. Et en tout, on a 1330 couplets dans le Tirukural. C'est divisé en 133 chapitres, donc dans chaque chapitre, on a 10 strophes. Vous utilisez une graphie particulière pour écrire ce livre en créole. Est-ce que les lecteurs peuvent le lire facilement? Pour ne prendre que le titre, L'amour en écrit, est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord connaître cette graphie particulière pour lire l'amour, lorsqu'on voit le mot LAMUR, pour lire l'amour et non pas l'amour? Je pense que oui. En fait, on a utilisé une graphie particulière, celle de l'éducation pour travailleurs, que je trouve assez proche de la graphie l'harmonie. Mais je pense aussi que les gens peuvent lire facilement s'ils sont exposés. Je pense qu'il faudra comme si populariser cette graphie-là et peut-être qu'on aurait pu mettre une note à l'intérieur du livre pour faciliter la lecture. Kural 1124. Quand lit avec moi, molékea bat faux. Quand lit quitte moi, parfum l'amour, fait les tout moléko. Nikia Ramen, vous êtes l'autre co-auteur de L'amour en écrit, la traduction en créole de la 3e partie du Tirukural. Alors, pourquoi ce livre? Comment vous est venue l'idée de l'écrire? L'idée de ce livre, j'ai aimé lors de mon retour d'un voyage de l'Inde. Quand j'avais acheté, j'ai découvert la dernière version d'une traduction du Tirukural de Gopal Krishna Gandhi. Ce livre m'a impressionné et j'en ai acheté une copie pour Kavinia, pour offrir comme cadeau. Le livre de Gopal Krishna Gandhi nous a impressionnés par le niveau de l'anglais, premièrement, et la poésie qui est sans précédent, je dirais, par rapport à d'autres traductions qu'on a vues du Tirukural. Cette traduction, quand on lit les strophes, les couplets qu'il y a dedans, l'anglais est vraiment d'une très belle qualité. Gopal Krishna Gandhi le dit dans sa préface qu'il a pris une certaine liberté pour rendre la poésie du Tirukural en anglais, mais d'une très, très grande qualité. Donc de ce fait, nous aussi on s'est inspiré avec ce concept pour refaire la traduction en créole mauricien, pourquoi pas, du Tirukural. Comme vous le savez, il existe de nombreuses conceptions de l'amour. Quelle est celle qui se dégage du Tirukural et quelle est sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui? De par notre appréciation de ce qu'on a lu dans le livre de l'amour, c'est-à-dire la 3e partie du Tirukural, de notre point de vue, on pense que l'amour reste quelque chose de très intemporel. C'est-à-dire, ça traverse le temps. Et moi, je ressens, quand je lis ce livre, même dans le monde d'aujourd'hui, je ressens que le sentiment d'amour reste
les mêmes, de notre point de vue. Alors, la pertinence et d'ailleurs la traduction est aussi pour viser cet objectif de partager quelque chose qui a existé depuis des milliers d'années, mais pour montrer qu'aujourd'hui, le sentiment d'amour, ce qu'on voit dans le livre, l'histoire qu'elle raconte en termes des sentiments exprimés entre l'homme et la femme, on pense qu'aujourd'hui, on a perdu ce romantisme aujourd'hui peut-être. Et c'est là qu'il faut peut-être revivre ce romantisme d'amour qui pour nous traverse le temps. Chorale 11-26. Mon amoureux reste dans mon lisier tous les temps, même quand mon pé bat mon paupière. Il n'a pas souffert, tellement son attire subtil. Nelly Andil, vous nous présentez ce livre Nature, Art et Science de Malcy de Chazal. Qui était Malcy de Chazal, qui est né à l'île Maurice, ancienne île de France, en 1804? Je vous répondrai à la manière Chazal, c'est-à-dire que je crois qu'elle était, elle aussi, elle avait un moutouk, qui est vraiment dans la tradition des artistes Chazal, puisque Malcolm est un descendant, pas direct d'elle parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, mais de cette grande lignée des Chazal qui ont fait beaucoup de choses. Elle est née en 1804 de parents absolument incroyables pour l'époque. Son père, Toussaint Antoine de Chazal, était, comme Malcolm d'ailleurs, un type qui était curieux de tout et qui arpentait l'île de long en large pour découvrir non seulement des plantes endémiques parce qu'il soignait ces gens chez lui, sur sa propriété, mais aussi pour comprendre comment les gens fonctionnaient à son époque. Sa mère, d'autre part, était une grande musicienne. On ne sait pas à quoi ressemble Malcy de Chazal. Il n'y a pas de portrait d'elle. Mais ce que l'on comprend en regardant ses œuvres, c'est que c'était une personne certainement assez exubérante. Ses premières œuvres sont des peintures d'hibiscus qu'elle a peint en aquarelle à l'âge de 17 ans. C'était une grande voyageuse. Comme son père, elle n'avait pour vocation de servir la science de son époque, et en particulier la médecine de M. Bouton, parce qu'à l'époque, il n'avait pas d'autre façon de se soigner que par les plantes. Or, les gens ne connaissaient pas les plantes endémiques de Maurice, chacun étant venu de pays différents avec sa propre culture de médication. Et donc c'est à partir de M. Bouton, sous l'époque de Farquhar, qu'elle a apporté au monde entier de la science la valeur des plantes endémiques de l'île Maurice et même de la région. Nature, Art et Science est un livre d'aquarelles et de photos de plantes. Comment est-il organisé? Nous avons d'abord des plantes endémiques, puis des plantes indigènes, des plantes exotiques. Le livre, qui est un peu le fruit du hasard, nous a valu une grande recherche. Il a fallu trouver les collections des œuvres de Malcy de Chazal, à l'herbier, à la collection des plantes indigènes de la Commercial Bank et aussi à Kew Garden. Nous pensons qu'il y en avait peut-être à Genève, mais on ne les a pas retrouvées. En tout cas, il nous a fallu organiser le livre selon la rareté de ces plantes. C'est pourquoi il y a une façon d'aborder la lecture de ce livre en regardant ce qui est le plus rare, le plus menacé de disparition, jusqu'aux exotiques qui fleurissent nos jardins. Les plantes endémiques
ont été assez difficiles à retrouver. Et il nous a fallu le soutien de la WWF et des gens des eaux et forêts pour venir dans les bois, pour les retrouver in situ. Parce que les aquarelles de Malcy sont extrêmement bien détaillées et beaucoup mieux qu'une photographie ne l'aurait fait. Nous avons essayé, au moyen de la photographie, des plantes que nous avons retrouvées, de faire ce travail. C'est impossible. Je crois que seule une grande artiste, scientifique, peut se permettre d'avoir ce genre de détails. Les fleurs sont notées, les plantes sont notées, les graines sont détaillées et même documentées en termes, j'allais dire latins, mais les nomenclatures ont changé avec l'époque. N'empêche, c'était un travail de construction d'ordre scientifique plus que peut-être artistique. Le livre s'adresse à tout public, en particulier aux jeunes, pour qu'ils puissent eux-mêmes faire comme moi, retrouver dans la nature ces plantes qui ont souvent des noms barbares, mais que l'on connaît tous avec leurs noms vernaculaires. Quand on vous dit la liane crochet, d'abord qui est très très rare, mais en plus on n'a aucune idée à quoi ça ressemble. C'est donc une attitude philosophique, un bain de nature qui porte à la réflexion, à la connaissance et aussi à la fierté d'être mauricien, d'avoir ces collections incroyables de plantes inconnues qu'aujourd'hui les laboratoires se disputent pour en tirer le procédé chimique utile pour faire des médicaments d'aujourd'hui. Nelly, combien de plantes répertoriées et présentées dans ce livre existent encore à Maurice? On dit qu'il ne reste pas plus de 10% de nos forêts. Je pense bien qu'il reste peut-être un peu moins de 10%. Mais et en plus, les 10% qui restent ne sont pas la forêt originelle. Pas forcément tous exotiques, mais les espèces indigènes dont parle Malcy sont devenues si rares qu'il a fallu se faire accompagner par des spécialistes pour les retrouver. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'avec ces plantes qui disparaissent, toute la biodiversité qui va avec disparaît. Le pigeon des mares en était un cas, le tambalacoque qui lui ne pouvait se reproduire que si le dodo mangeait ses graines, a disparu avec le dodo. D'autres exemples d'arbres abritent les pailles en queue. Quand les pailles en queue n'ont plus de quoi se nicher, sans parler des dommages que créent les singes, encore une espèce qui va disparaître, en particulier le paille en queue à pattes rouges. Vous voyez que donc que ce livre n'est pas seulement un livre à lire, c'est un livre à méditer. Nous sommes responsables de la nature actuellement, et en particulier les jeunes qu'il faut absolument convertir, non seulement à faire des promenades en forêt, mais à regarder chaque plante avec des guides. Donc je crois que le prochain travail, ce sera de faire des guides pour les guides. Je ne suis pas spécialiste, mais je sais par exemple que le tambourissa fait partie des espèces en danger. Mieux encore, le bois corail, qui avec un joli nom comme ça, a finalement disparu parce que trop récolté, pour soigner en particulier les maladies vénériennes. Autre arbre intéressant qui a peut-être disparu, c'est le bois à poudre. D'abord parce que les Mauriciens ne sont pas du genre guerrier, donc il y a longtemps que les canons ne fonctionnent plus. Un autre arbre peut-être qui serait intéressant de citer, ce serait le bois de pomme, ou appelé aussi bois bœuf, parce qu'il a un grand intérêt écologique. Et ce que je voulais dire pour la survie de tous ces arbres rares, c'est que la direction des bois et forêts se donne beaucoup de peine pour redistribuer des nouveaux jeunes plants sur les propriétés, chez les individus privés, dans les parcs, j'allais dire urbains,
pour les faire connaître et aussi pour ne pas les perdre en cas d'ouragan ou aussi pour essayer de sauver la biodiversité qui va avec. Nelly, vous œuvrez au sein d'une ONG, SES Patrimoine. Existe-t-il un business florissant du patrimoine mauricien? Le squelette du Dodo est vendu à prix d'or à Londres, des pierres disparaissent, on se livre à un commerce fructueux de photos et de tableaux. Alors, je ne suis pas marchand de tissus, mais je me rends bien compte qu'effectivement, tout ce patrimoine a une valeur marchande. On ne s'en serait pas douté. Le problème des patrimoines, c'est non seulement d'empêcher qu'on les dégrade, éventuellement pour les vendre, mais c'est qu'on n'en a pas de futur. Nous sommes assez rares à posséder de grands tableaux, en dépit du fait qu'on ait eu de grands peintres, y compris Malcolm, mais beaucoup d'autres avec. Donc, que deviennent ces tableaux? C'est la responsabilité du gouvernement qui n'a pas de musée. Pour participer à une exposition internationale, au moins chez les écrivains, il y a des salons, il y a des conférences internationales. Pour les artistes peintres, il n'y en a pas. Donc, ça n'a aucune valeur. Et c'est très décourageant, en particulier pour les jeunes. Rahim Ibrahim Moussa, vous avez fait paraître un roman volumineux, Mamselle Rose. Vous l'avez écrit quand exactement? Mais vous savez, l'idée m'est venue après qu'un jour, M. Daniel Koenig, le responsable de la page culturelle à l'Express, il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit « Promettez-moi que vous allez continuer à écrire ». Donc cette phrase-là a suscité quelque chose en moi. Alors j'ai pensé comment honorer cette confiance que M. Daniel Koenig avait en moi. Alors j'ai pensé à écrire un livre. J'ai pris environ 2 ans et demi pour écrire le livre, pas continuellement. Parfois je pars en voyage, tout ça. Parfois l'encre ne coule pas. Alors, mais parfois j'ai des moments d'extase, vous comprenez. Ça vient comme ça coule comme une source. Je ne sais pas d'où vient cette inspiration. Présentez-nous brièvement l'intrigue de Mamselle Rose. Qui est cette Mamselle Rose? Je crois que votre roman se passe dans le Port-Louis du siècle dernier. C'est une fée qui m'a touché de sa baguette et qui m'a fait remémorer des choses réelles du passé et qui m'a inspiré, inspiré beaucoup de choses fictives. Je l'ai écouté, j'ai suivi ses conseils et j'ai couché ça dans le livre. Ce roman, œuvre de fiction, s'inspire probablement de votre vécu, des personnes que vous avez connues, que vous connaissez, des lieux que vous fréquentez. Alors vous savez, j'ai passé plus d'un demi-siècle de ma vie dans des cours communes. C'est-à-dire j'ai rencontré des gens de toutes sortes de classes sociales, de toutes les communautés, de toutes les mentalités, de caractères, tout ça. Alors l'histoire se passe dans une cour, il y a plusieurs locataires comme ça, et un jour, une nouvelle locataire arrive, c'est Mamselle Rose qui vient habiter dans cette cour. Elle cherchait une maison à Port-Louis, elle en a trouvé une, donc elle était très contente d'avoir pu trouver une maison à Port-Louis à sa convenance, mais dans la cour il y avait aussi d'autres locataires, il y avait parmi un jeune garçon, et elle est tombée amoureuse de ce garçon. Et les deux se sont aimés, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Alors l'histoire se base là-dessus. La famille du garçon était pauvre, le garçon vivait avec sa maman seulement. Donc la fille aidait beaucoup. Elle était très gentille, très généreuse et elle pouvait afford, comme on dit en anglais, elle pouvait afford d'aider cette famille-là. Donc elle aidait la famille dans plusieurs façons. Et ça a renforcé cet amour du garçon pour cette fille. Et la fille aussi, parfois on se demande si c'est par pitié qu'elle a aimé ce garçon ou si c'est par amour même. En fin de compte, elle voit qu'elle doit être franche avec ce garçon. La fille était vraiment une prostituée, mais les locataires ne savaient pas qu'elle était une prostituée. Alors elle a dû avouer, pour être franc,
pour ne pas trahir à son amour, elle a avoué à son amant, à son amoureux, qu'elle est une prostituée, en lui disant, si tu veux, tu peux continuer à m'aimer, on peut continuer à nous aimer, ah ben si tu veux, tu peux cesser. Mais même si tu cesses de m'aimer, sache que je t'aimerai toujours, toute ma vie. Tu es le premier homme que j'aime. Je n'ai jamais aimé avant. Et le garçon était touché par ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, on dirait, un serment pour sortir cette fille de cette vie, une vie d'enfer, et en même temps pour sauver son amour. Mais il y a dans la cour des personnages qui étaient typiques de l'époque, hein, des personnages comme un monsieur Armand qui aimait faire des farces, vous voyez. Et il y avait Madame André qui aimait donner des ordres, qui commandait un peu, elle était la plus vieille de la cour, vous comprenez. Alors c'est elle, on dirait, la patronne de la cour. Et d'ailleurs, tout le monde cherchait conseil auprès d'elle. À cette époque-là, il y avait bien peu de distractions. Il n'y avait pas de télé, tout ça. Alors, la seule distraction était le cinéma. Vous allez voir que dans l'histoire, dans le livre, vous allez voir jusqu'à quel point le cinéma a influencé la jeunesse de cette époque. Quel rapport il y a entre le développement intellectuel des jeunes avec le cinéma. On n'avait pas besoin d'aller lire la Bible pour apprendre sur Sodome et Gomorrhe. On n'avait pas besoin d'aller lire la Bible pour apprendre sur Salomé. Vous comprenez? On n'a qu'à regarder un film, on a une idée de ces faits historiques et bibliques-là. Donc, et le cinéma. Et les chansons aussi. Vous allez voir dans les livres, il y a beaucoup de références avec les chansons. Parce que les chansons à cette époque étaient, on dirait, des leçons de formation, des leçons de culture qu'on donnait aux jeunes. Il y a les chansons et le cinéma. Ces personnes dont j'ai cité le nom sont des personnes qui ont vraiment existé. C'est une façon pour moi de rendre hommage à ces amis. Ce sont mes amis, mes voisins, c'était mes amis, mes voisins. Il y en a qui sont encore à Maurice, il y en a qui sont partis en Australie, en France. Vous étiez maître d'école. Est-ce que les élèves et les profs du primaire lisent autre chose que les textes scolaires? Franchement, vous dire, je crois que la lecture en dehors du texte du curriculum est abandonnée. Et malgré qu'on trouve des librairies, des bibliothèques dans les écoles, mais je crois qu'on ne fait pas grand usage de ces livres. On n'encourage pas les enfants à lire. Je me rappelle, j'étais à La Réunion. Ma fille est mariée là-bas, j'étais à La Réunion. Alors un jour en visite là-bas, je suis allé dans une école, voir un peu comment ça fonctionne là-bas. Je n'étais pas obligé de le faire, parce que j'étais maître d'école ici. Mais je suis allé là-bas simplement pour apprendre. Et là, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. C'est que pour la lecture, pour encourager les élèves à lire, on leur donne des livres, et quand ils retournent les livres, il y a un questionnaire. Il y a un questionnaire déjà préparé sur les livres. Il a lu Alibaba, alors il y a un questionnaire sur Alibaba. Quelques questions faciles, simplement pour tester, pour voir si vraiment l'enfant a lu les livres. Et tout de suite, j'ai introduit ça dans mon école à Terre-Rouge. Donc, il faut encourager la lecture chez les enfants, surtout chez les jeunes dans le primaire. Mais malheureusement, avec le programme chargé qu'on a, les professeurs se concentrent plus sur les friandises, comme on dit, en vue des résultats. Alors, ils délaissent les choses importantes pour l'épanouissement, pour le développement de l'enfant. Ce qui fait que nos enfants ne s'intéressent pas à lire des livres qui peuvent les aider à voir le monde différemment.